Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors, ce mois-ci, la miniature qui illustre la vidéo, c'est Julie, qui est donc chef d'équipe Pentest, comme on peut le voir sur ce site. Et donc, Julie, elle est très bavarde, enfin, sur les réseaux, elle poste beaucoup de choses. Et elle a posté notamment un article sur, elle a relayé un article sur le démarque et le fait que ce soit mal configuré au sein des entreprises. Et du coup, c'est vrai que le démarque, on en a pas trop parlé. Et on va en parler du coup indirectement avec la machine qui s'appelle Machine Hack the Box Mailing. Alors du coup, pourquoi indirectement? Parce qu'en fait, Mailing, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va devoir compromettre un compte pour pouvoir envoyer un mail. Et c'est intéressant, pourquoi? Parce que aujourd'hui, dans les cyberattaques, on a de plus en plus, enfin en tout cas comparé à il y a 10-20 ans, du phishing interne. C'est-à-dire que une fois que le démarque, la configuration, on va dire, mail est bien configurée, c'est pas si simple d'attaquer avec du phishing classique. J'ai fait une campagne de phishing cette année et je peux dire que j'ai bien galéré pour réussir à passer le filtre Microsoft qui est assez avancé. Et donc du coup, ce qui marche bien par contre, c'est qu'une fois qu'on a réussi à compromettre un compte et qu'on est au sein de l'entreprise, ou en tout cas qu'on a accès au serveur mail, et on peut spammer un peu tout le monde, enfin envoyer un phishing à tout le monde par mail. Et là, comme le mail vient de l'intérieur et qu'il est et que c'est donc comme s'il provenait d'un collègue, c'est beaucoup plus crédible et c'est assez efficace. Voilà pourquoi on va voir cette machine ce mois-ci. Alors d'abord, comme chaque mois, on a la Minute Frame. Alors la Minute Frame ce mois-ci, c'est sur les ProLab. J'ai fait cette année, je sais plus trop quand dans l'année, le ProLab Full House, il est là, dont j'avais pas encore parlé. Et du coup, il est pas mal, moi j'aime bien. Il est pas très réaliste, moi je préfère les ProLab qui sont très réalistes. C'est pas le cas de celui-ci, mais par contre il aborde des sujets qu'on a peu l'habitude de voir, type reconnaissance vocale, machine learning, blockchain. Donc pour ça c'est pas mal, on apprend des choses, donc je le recommande plutôt, ce mini ProLab qui était avant un endgame, hein, si j'ai bien suivi, qui a été converti, tous les endgames ont été convertis en ProLab. Et ensuite on a notre minute, on va dire insolite ce mois-ci, deux petites choses insolites. La première, on reste sur Hack the Box. Donc quand on regarde le classement Hack the Box, en triant par toutes les machines compromises, les systèmes compromis, hop, on voit que moi donc j'ai 443 systèmes, donc je suis du coup ici là, et il y en a 3 qui ont compromis 444 machines. Et du coup, je me demande comment ils ont fait, parce que à l'heure actuelle, si je regarde les machines qui me restent à compromettre, en machine active, il n'y en a plus, et en machine retired, si on enlève le filtre et qu'on met toutes les machines que je n'ai pas complétées, il n'y en a plus. Du coup, là j'ai compromis a priori toutes les machines. Alors je suis assez perplexe sur comment ça se fait qu'il y a 3 personnes dans le classement qui ont réussi à pawner une machine de plus que moi. Si vous avez une piste, est-ce qu'il y a une machine fantôme ou quoi, n'hésitez pas à le poster dans les commentaires. Ok, pour la première petite chose insolite. Et la seconde chose insolite, c'est un documentaire Arte qui n'est pas très long. Il est là, hop, donc je mettrai le lien sous la vidéo comme d'hab. Et en fait ce documentaire, c'est sur le nouveau marché, on va dire, qu'il y a au Vietnam sur tout ce qui est commentaires en masse et like et compagnie. Et j'ai pas suivi ça de près, mais en tout cas dans le documentaire ils disent qu'aujourd'hui c'est 5 € les 3000 likes, et il me semble que avant c'était moins cher. Donc
Est-ce que c'est parce que c'est mieux sécurisé qu'avant et que du coup maintenant ils doivent mettre ce qu'on voit ici, là, des espèces d'étagères avec plein de smartphones qui reçoivent des ordres automatisés pour envoyer plein de likes ou est-ce que c'est moi qui me gourre et que avant c'était aussi cher ou pas. Donc si vous avez un peu suivi l'évolution des prix pour avoir des likes sur le darknet, on va dire, n'hésitez pas à poster un commentaire aussi, ça m'intéresse de savoir si j'ai raison quand je dis que c'est de plus en plus cher. Ça impliquerait que c'est de mieux en mieux sécurisé. Voilà pour la minute insolite. Donc revenons sur la machine qu'on va compromettre ce mois-ci. Machine retired qui s'appelle Mailing. Hop. Alors cette machine Mailing, donc j'ai parlé du démarque. C'est vrai que j'ai pas dit quand même le démarque. Qu'est-ce que c'est en fait? Donc le démarque c'est le cycle de l'anglais Domain Based Message Authentication Reporting and Conformance. Et donc c'est une spécification technique créée par un groupe d'organisations qui souhaite aider à réduire l'usage abusif des courriels tels que le spam, l'hameçonnage. Ça n'existait pas du coup à la création des courriels. Les courriels ont été créés, après le spam a été créé, et une fois que le spam et l'hameçonnage a été créé, on a créé donc le démarque pour essayer d'entraver cette problématique. Et donc ça propose une solution de déploiement et de surveillance des problèmes liés à l'authentification des emails. Donc il y a d'autres protections sur le mail, on aura l'occasion d'en reparler je pense dans d'autres vidéos. Mais là l'idée c'était de dire que quand toutes ces protections sont actives et bien configurées, c'est bien la galère, donc on peut pas attaquer directement, enfin envoyer du phishing en direct sur les utilisateurs d'une entreprise. Du coup sur cette machine Hack the Box, comme d'habitude j'ai déjà fait le scan Nmap qui est ici. Et donc sans surprise, vu que ça parle de mail, on a un serveur mail en écoute. Il y a beaucoup de ports en écoute pour être franc. Il y a donc un serveur mail HMail server sur le SMTP, on a port 80, 110, bref, un petit paquet. On sait que c'est du Windows vu là le nombre de ports et les ports ouverts. Et ma foi, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur ce scan Nmap. Donc première chose, c'est allons voir comme d'hab le port 80, puisque le port envoyer des mails on peut pas puisqu'il faut être authentifié, donc on est dans une situation où on ne peut pas envoyer de phishing. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour attaquer cette entreprise? On peut regarder son site web déjà, voir à quoi il ressemble. Donc pour faire ça, j'ai ajouté mailing.htb dans TCHost, comme à chaque fois. Sinon, comme la machine est pas publique sur internet, ça résoudrait pas. Et là, ça résout pas quand même. 10, 10, 11, 14. J'ai lancé au moins la machine? Non, ça risquait pas de marcher. Spawning. J'ai pas une super connexion ce mois-ci, donc j'espère qu'on va pouvoir faire la machine sans trop de ralentissement. Bon, en attendant que ça se lance d'ailleurs, petite anecdote, donc je suis en train de déménager, c'est pour ça que j'ai pas un accès à internet super opérationnel. Et du coup j'ai deux machines fixes, une sur Windows et une sur Linux. Et comme j'ai pas d'internet encore dans mon nouveau logement, du coup j'utilise le partage de connexion avec mon téléphone. Et qui dit partage de connexion dit Wi-Fi. Et donc mes machines fixes elles ont pas de Wi-Fi. Donc je suis allé chercher dans mes vieilles affaires une vieille carte Wi-Fi qui se branche sur le port USB. Et je la branche sur ma Linux, ça marche du premier coup nickel sans problème. Et sur Windows, j'y ai passé 1 heure sans réussir à faire marcher cette putain de carte Wi-Fi sur le port USB. Problème de driver et compagnie. Et du coup c'est intéressant parce qu'il y a une vingtaine d'années, c'était l'inverse, c'était vraiment galère les drivers sur Linux. Mais sur Windows ça marchait nickel.
Et là on voit qu'en 20 ans le rapport de force s'est inversé, donc c'est une bonne nouvelle que la solution open source est meilleure qu'une solution propriétaire sur certains sujets, notamment sur les drivers. Ok, donc la machine est démarrée, 10, 10, 11, 14, j'ai bien mis 10, 10, 11, 14 dans mailing. Du coup, là maintenant le serveur devrait répondre sur le port 80, attention, pas sur 443, HTTP. Et ben, on va avoir du mal à l'attaquer si elle répond pas. Des fois il faut attendre quelques minutes avant que la machine démarre tous les services. Ah voilà. Donc on tombe sur ce site web qui parle donc de serveur mail d'ailleurs, c'est écrit en noir sur blanc, c'est le HMail Server. HMail Server d'ailleurs pour la culture, c'est un serveur de messagerie gratuit pour Windows qui a été créé par Martin Knaf, je sais pas comment on prononce. Et c'était un serveur qui était populaire à l'époque, enfin j'aurais du mal à dire l'époque, mais il y a peut-être 10 ans, même peut-être plus, le temps passe vite. Mais du coup ouais, aujourd'hui je crois que le projet n'existe même plus, ou qu'il a dû être abandonné. Mais voilà, c'était un serveur très populaire à une époque. Et du coup c'est toujours intéressant de voir comment on peut attaquer une machine si elle a ce serveur mail. Mais pour l'instant on peut pas faire grand chose sur ce serveur mail. On peut par contre noter qu'on a 3 noms d'utilisateurs, hein. Ici Maya, Rui et Grégory, qui pourraient servir, et on a un lien vers un PDF. Lien qui est intéressant d'ailleurs sur le format du paramètre. Donc si je le mets ici là, on voit que donc c'est file égal, donc quand il y a file égal, on a envie de tester pas mal d'attaques. On va voir ça après. Dans un premier temps, on lit un peu le PDF. En gros, c'est un PDF qui explique comment configurer un client lourd pour envoyer et recevoir des mails sur ce serveur mail qui utilise HMail Server. Et du coup, sur ce PDF, il y a des choses qui vont servir pour plus tard. Donc je le dis maintenant pendant que j'y pense. C'est si on va tout en bas du PDF, on voit qu'il y a des captures d'écran et on voit une adresse mail ici. Pas super net, mais donc c'est l'adresse mail de Maya. Donc vu qu'on a l'adresse mail de Maya, on peut deviner du coup l'adresse mail de Rui et Grégory. Et l'autre élément intéressant, c'est que on voit que c'est une machine Windows et qu'elle utilise Windows Mail, ce qui va nous servir pour la suite. Mais pour l'instant, donc on lit le PDF, ok, très bien. Ce qui nous intéresse surtout, c'est donc le format de l'URL. Je voulais dire aussi que ici il y a écrit un indice intéressant, c'est after that Maya should see our email. Donc a priori si on envoie un mail à Maya, elle va le regarder, mais bon ça paraît logique, hein. Si on envoie un mail à quelqu'un, en général il le regarde. Ok, donc attaquons cette URL classique avec un file égal. On a envie de voir si on peut faire du LFI ou ce genre de choses, donc du LFR, local file read. Donc je passe en format curl pour une question de praticité. Donc là je rajoute uniquement la même requête pour voir à quoi ça ressemble. Là, on voit que ça répond directement avec un fichier PDF. Donc ça c'est clean, clair. Donc on peut utiliser ce que j'ai utilisé je crois dans la précédente vidéo, mettre un point au lieu du nom de fichier pour voir un peu comment le serveur réagit. Et là on voit qu'on prend un 500. D'ailleurs c'est pas en français, c'est l'espagnol je pense, sur le serveur, donc très intéressant, ça veut bien dire que le nom du fichier est utilisé alors que c'est spécifié côté client. On peut faire des choses, on peut vérifier ça en mettant un point slash. Donc, si je mets point slash instruction.pdf, on voit que ça passe tout pareil que si j'aurais mis directement instruction.pdf. On voit bien qu'on peut injecter les caractères point et slash et donc faire du directory traversal. Ce qu'on a déjà fait sur d'autres vidéos, donc je reviens pas plus dessus. Et enfin, c'est du Windows, hein, je rappelle, donc comme c'est du Windows, on va pas utiliser le fichier etc passwd, mais on va utiliser le fichier etc host pour valider qu'on a bien accès au fichier sur le système. Voilà, donc avec le pass par défaut. On peut essayer d'abord avec un seul point slash, avec deux, etc. jusqu'à voir lequel fonctionne, et là on voit qu'avec deux point slash, on rentre bien la racine et on peut afficher ce fichier de Windows.
Donc parfait, on a bien une local file read, je peux lire les fichiers du serveur. Du coup, quels fichiers peuvent être intéressants? Bon, là on peut suivre pas mal de pistes pour gagner du temps, je vais suivre la bonne. Et donc la bonne, c'est quand même pas trop dur à y penser, puisque depuis le début, on nous affiche de partout que le fichier, le serveur, c'est un HMail serveur. Du coup, l'idée c'est regarder quels sont les fichiers de configuration du HMail serveur. Mince, j'ai noté une URL qui marche plus. Donc dans cette URL, il a l'air de... si elle marche. Tiens, c'est marrant, sur mon Firefox, j'ai plus accès, j'ai peut-être pas une configuration du proxy qui est pas bonne. On fait déjà sur Firefox. Setting. Ah oui, c'était préférence. Proxy, setting. Non, pourtant il n'y en a pas. Ok, à creuser. Bon bref, en tout cas, ça je peux le fermer. Ça aussi on en a plus besoin. Voilà, donc si on tombe sur ce forum, on voit sur ce forum que le chemin... Je peux prendre l'accept. Ah oui, je n'ai pas activé. Hop. Le chemin qui nous intéresse, c'est dans Programme File. Il est ici là. Donc ils disent que par défaut, HMail server.ini, donc la configuration du HMail server se trouve dans Programme File x86 HMail server/bin. Donc affichons ce fichier, voyons voir si HMail server a été installé dans le répertoire par défaut. C'est bien le cas, ça nous renvoie la configuration et ça tombe bien, on a même des hashes de mots de passe, des condensats de mots de passe qui sont fournis. Donc sans plus tarder, on va de suite essayer de les craquer, par exemple sur CrackStation. Donc si je prends le administrateur password, bon, on va mettre les deux en marque, et le MSSQLCE password. Il y en a un des deux qui craque, c'était bien du MD5 et c'est ce Home Networking Administrator, le mot de passe du compte administrateur. Donc on peut valider ce compte d'un point de vue envoi de mail. Donc je rappelle, si on regarde, où c'est que je l'ai mis, il est là, la sortie du Nmap, on a donc une possibilité de se connecter en direct sur le serveur HMail server en SMTP, IMAP. Donc on va utiliser Swax, donc on a déjà utilisé dans d'autres vidéos, donc je reviens pas dessus. Donc je mets comme nom d'utilisateur administrator, puisqu'on a trouvé son mot de passe. Je tente de m'authentifier donc avec ce mot de passe qu'on vient de trouver. Là je teste juste la connexion, je fais rien d'autre. Et on voit que ça passe, on est bien authentifié, donc on a bien un mot de passe du compte administrateur fonctionnel sur ce serveur mail. Donc à partir de là, on va pouvoir justement, ce que je disais, donc là on n'a plus de problème de démarque ou de protection mail en place, puisque on a un compte valide sur ce serveur mail, donc je peux arroser par mail tous les utilisateurs de mailing.htb. Du coup ça c'est sympa, mais qu'est-ce que je pourrais faire comme exploit, enfin aller plus loin, au lieu de juste leur envoyer un lien en leur demandant les mots de passe, est-ce que je peux pas carrément exécuter du code sur leur machine? Et là pour le coup c'est un peu du guessing cette partie là, je trouve. En tout cas c'est un truc qu'on testerait pas ça on testerait ça vraiment dans des pas du tout dans les premiers tests, mais je pense qu'on passerait beaucoup de temps à attaquer jusqu'à avoir que des échecs et à se dire qu'est-ce que je pourrais faire de plus et potentiellement
on pourrait penser à ça. Donc en tout cas l'idée c'est que sur le PDF, comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit que c'est du Windows Mail. Et du coup, on regarde si il n'y a pas des vulnérabilités sur Windows Mail. Donc pour ça, on va sur un moteur de recherche, on tape Windows Mail CVE. Et on voit qu'il y en a quelques-unes. Donc évidemment, là on est en 2025, donc on va plutôt aller sur celle de 2025, mais à l'époque de la machine, à l'époque de la sortie de la machine, on n'était pas encore en 2025, donc celle-ci n'était pas encore sortie. Et celle qui va nous intéresser, c'est celle-ci, la CVE 2024-21-413, que je vais sélectionner d'ailleurs, tac, ici. Et du coup, si je cherche, il n'y a même pas besoin de chercher plus, il est là. Je vais aller chercher un exploit public qui utilise cette CVE, mais il sort déjà en tapant ça dans le moteur de recherche. Donc comme l'indique ce POC, l'idée c'est que en gros il y a un parsing qui déconne au niveau de Windows Outlook, Microsoft Outlook et Windows Mail. Et donc si on injecte, je sais pas s'il le montre ici. Bon, après faut creuser les articles sur notamment un checkpoint qu'a trouvé apparemment cette vul. Mais l'idée, elle est pas très dure à comprendre, donc n'hésitez pas à lire les articles. Et pour l'exploiter, c'est encore plus simple puisqu'on a juste utilisé ce script. En tout cas, donc l'idée c'est qu'il y a un problème de parsing et du coup on va pouvoir voler un HNTLM en injectant dans un mail un lien d'un certain format. Et évidemment du coup à distance c'est quand même compliqué parce que ça implique que le port 445 soit ouvert en sortie. Donc là c'est plutôt à faire quand on a déjà un pied au sein du réseau de l'entreprise. Donc allons-y, je vais cloner ce POC. Et du coup, je m'étais noté, je me rappelais plus, que en fait c'est sur au niveau des liens file dans un mail. Si on met ça à la fin à la place de anything, vous pouvez mettre ce que vous voulez. À la fin du lien, et étrangement, les protections dans Microsoft Outlook et Windows Mail sur l'évaluation du lien, elle saute. Et du coup, si on met un partage Windows avec un backslash, ça génère bien la requête en NetNTLM-V2. C'est assez marrant des fois les vuls qu'il peut y avoir sur les logiciels. Du coup, donc qui dit vol de NetNTLM-V2 de Condensa dit il faut un respondeur en écoute. Donc je lance mon respondeur qui écoute bien sur le port 445, parfait. Ensuite, en haut à droite, je vais aller dans le répertoire CVE là, donc le répertoire que je viens de cloner avec GeekClone. Et je vais regarder mon adresse attaquante 10.16.5 et du coup je vais taper une longue commande que je vais expliquer. Donc je lance le script Python du POC. Le serveur, donc c'est mailing.htv, on va taper sur le port 587. Pour rappel, ça ressemble à ça, la sortie Nmap. Si je fais un grep sur le 587, on voit que c'est bien le port SMTP qui est en écoute par HMail Server. Donc, nom d'utilisateur, c'est celui-là qu'on a compromis, administrateur, le mot de passe qu'on a compromis, en émetteur on met un peu qui on veut, là j'ai mis Lisbeth. En destinataire, on pourrait essayer les trois, là je commence par Maya, parce que dans le PDF, Maya dit qu'elle ouvre les mails, donc on a envie de commencer par elle. Et je mets le lien donc vers un partage qui est chez moi, peu importe le nom du partage, mais ce qu'on veut c'est récupérer le NetNTLM V2, et un sujet qui incite à ouvrir
Là, vous mettez ce que vous voulez, puisque là on n'est pas dans la vraie vie, c'est un robot qui ouvre le mail. Dans la vraie vie, il aurait fallu être un peu faire un peu d'ingénierie sociale. D'ailleurs, dans la vraie vie, en pentest, on peut pas faire ça parce que c'est de l'ingénierie sociale. Par contre, évidemment, les vraies attaquantes, elles s'empêchent pas de faire ce type d'attaque. Ok, donc on voit que le mail est parti. Donc il n'y a pas de souci d'envoi de mail. De toute façon, on avait testé les crêtes, ça marchait bien. Par contre, est-ce qu'on va recevoir un H NTLM, NetNTLM v2 à l'ouverture du mail sur Windows Mail? Et là c'est toujours un peu touchy ce genre d'exploitation, dans la vraie vie encore plus, parce qu'il y a vraiment des protections dans tous les sens. Et comme on est vraiment à l'aveugle, c'est compliqué de savoir ce qui déconne ou pire, enfin quand on est vraiment à l'aveugle, on sait même pas si c'est une version qui est vulnérable, donc en fait là je pense que dans la vraie vie, si on fait un test comme ça marche pas, on persiste pas sur cette piste, on passe sur autre chose. Mais là, comme je sais que c'est la bonne solution, je m'inquiète un peu sur pourquoi on ne reçoit pas ce H. Est-ce que le sujet n'était pas assez intéressant? You will earn a lot of money. Bon, je retente un second mail, mais si le second mail marche pas, je ne sais pas trop ce que je peux faire. Ah, ça y est, on reçoit des condensats, donc il les a déjà capturés auparavant, probablement quand j'avais fait la machine. Du coup, je vais aller voir sur user share responder logs, et là on a bien du SMB, ils sont bien là, donc on a bien récupéré les H net NTLM v2 de l'utilisatrice Maya. Donc bah quand on a des hash comme ça, enfin c'est pas vraiment des hash d'ailleurs, c'est des challenges, on peut essayer de les craquer, ce que je vais faire de ce pas. Donc faut juste mettre le bon nom de fichier ici, hop, bah, c'est bien ça, et allons-y. Donc là je mets RockU puisque c'est un peu la liste utilisée tout le temps sur Hack-the-Box. Dans la vraie vie, surtout si votre client il n'est pas français, il n'est pas anglais, il y a des listes de mots de passe plus intéressantes à tenter. Mais là normalement c'est RockU qui devrait marcher. Bon, je suis dans une VM donc c'est pas super rapide. Combien de temps il annonce? 1 minute. Bon ça va, on devrait avoir la réponse relativement rapidement. Et j'en profite pendant qu'il cherche. Ah bah c'est bon. Cracked. Et on voit bien le mot de passe ici après le challenge. Et donc du coup pour le valider on va utiliser NetExec. NetExec on l'a utilisé plein de fois mais c'est vrai que j'en ai jamais, je crois pas en avoir trop parlé, donc pour rappel, surtout qu'il a évolué pas mal, donc c'est un fork à la base de CrackMapExec, et c'est devenu même plus qu'un fork puisque bon déjà c'est open source, mais surtout c'est une boîte à outils quoi de hacking qui peut faire beaucoup de choses. Donc c'est devenu rapidement un outil utilisé par énormément de pentesters, de Red Team, d'équipes Red Team et de professionnels de la cybersécurité au sens large. Et donc il y a énormément de possibilités, ça offre même plus de fonctionnalités aujourd'hui que CrackMapExec à l'époque. Donc je vais pas toutes les citer, il y en a beaucoup trop, mais n'hésitez pas à regarder le manuel de NetExec, on peut faire énormément de choses avec. Là on va utiliser vraiment une toute petite fonctionnalité de ces possibilités, c'est celle de valider le mot de passe sur WinRM par exemple. J'aurais pu aussi valider sur SMB. Je le fais sur WinRM, pourquoi? Parce que avec WinRM, vu qu'il m'indique pawn,
Ça veut dire que je peux me connecter et avoir un shell sur le serveur cible avec ce compte qu'on a compromis en envoyant un email contenant un exploit, enfin contenant un lien forgé, on va dire. Parfait, donc là je peux récupérer le premier flag, le flag user. On a compromis un compte utilisateur sur le serveur, mais je ne suis pas encore avec des droits privilégiés sur ce serveur. Donc là, avec la partie énumération, je la fais rapidement en suivant la bonne piste comme toujours pour que la vidéo soit pas trop longue. Donc là, ce qu'il faut remarquer, la première chose, c'est que dans les utilisateurs, on n'a pas d'administrator, mais on a local admin. Donc attention, c'est pas le nom du compte par défaut qui est administrateur. Ensuite, si on regarde à la racine, on a un répertoire qui s'auto-juste sur le Important Documents. Alors là, pareil, je trouve qu'en termes de réalisme, ils auraient pu faire une chose, c'est-à-dire là, le répertoire il est vide. Je pense que ça, c'est plus pour des contraintes, pour que s'il y a plusieurs personnes qui sont en même temps sur la machine, qu'il doit y avoir un script qui efface tous les X temps le contenu de ce répertoire. Mais dans la vraie vie, par contre, on aurait probablement eu plein de documents, notamment des documents Word ou des .odt dans ce répertoire. Et du coup, c'est comme ça qu'on aurait eu l'idée d'utiliser ça comme attaque. Alors quand je dis ça, c'est quoi? C'est simplement quand on... Pareil, en pentest, on n'a pas le droit de faire ça parce que là on est sur l'ingénierie sociale. Mais quand on est sur un répertoire qui est marqué comme ça, Important Document, ce répertoire en plus, si on regarde de suite en bas à droite, les partages SMB liés au compte qu'on a compromis de Maya, une fois encore avec NetExec, on voit qu'il y a que Important Document c'est bien un partage. Donc quand on a un partage avec des fichiers qui ont été accédés récemment, donc là c'est pas le cas, hein, mais si c'était réaliste ça aurait été le cas. Et du coup on se dit ah tiens c'est un répertoire avec des fichiers où il y a pas mal de gens qui vont dessus, donc potentiellement je peux faire des mouvements latéraux, mettre des fichiers vérolés on va dire dans ce répertoire qui vont être ouverts par d'autres utilisatrices du réseau de l'entreprise. Mais du coup quoi mettre comme fichier vérolé? Et là du coup on regarde un peu ce qu'il y a comme programme installé sur le serveur qui potentiellement a les mêmes programmes que le reste que les autres PC de l'entreprise. Et là on voit qu'il y a LibreOffice. Donc LibreOffice hein, c'est une suite bureautique gratuite et libre de droit qui fait un peu ce que faisait, ce que fait toujours d'ailleurs Word, Office de Microsoft. Donc si on regarde pareil sur internet vite fait, on va trouver que la configuration de LibreOffice elle est dans ce fichier. Et donc on voit que la version de LibreOffice c'est la 7.4.0.1. Du coup on regarde si par hasard il n'y aurait pas des vulnérabilités sur cette version de LibreOffice. Et on voit qu'il y en a. Et celle qui va nous intéresser c'est celle-ci, la 2023-2255. Et d'ailleurs on tombe directement sur le POC aussi intéressant qui est là. Donc là on voit que c'est une RCE hein, carrément sur LibreOffice. Et donc le POC, qu'est-ce qu'il fait? Il génère un fichier ODT avec un peu ce qu'on veut comme commande dedans. Donc là on se dit, bon, je vois que sur le serveur, il y a une version LibreOffice qui n'est pas à jour, dont il y a un exploit qui permet de faire une RCE sur l'ouverture de documents ODT. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais générer un document ODT, le mettre dans ce partage, et voir s'il n'y a pas des utilisateurs qui vont l'ouvrir et se faire compromettre du coup, en prenant comme hypothèse que les utilisateurs ont la même version LibreOffice que celle sur le serveur. Donc comme tout à l'heure, je clone le GitHub, la repository, je ne sais plus comment on dit en français, repository, le contenu en tout cas de ce partage sur GitHub. Ensuite je vais dans le répertoire que ça a créé, 2023 22.0.5. Et donc on a le script Python qui est là. Donc ce que je vais faire,
je vais mettre ça en grand pour que vous voyez mieux la commande. Donc j'exécute ce script Python en lui disant lorsque la victime va ouvrir le point ODT, qui va s'appeler exploit.odt. Dans la vraie vie, j'aurais mis un nom un peu plus sioux. Et ben du coup, ça va exécuter cette commande, donc ça va lancer un CMD. Dans le CMD, ça va exécuter le netcat pour ouvrir un reverse shell vers ma machine. Donc évidemment, qui dit je veux qu'il exécute cette commande, dit il faut qu'il ait le netcat sur sa machine. Donc là, dans la vraie vie, on aurait plutôt mis une commande qui ne nécessite pas un client. C'est vrai que je n'ai pas réfléchi à ça en amont de la vidéo. Donc là c'est moins réaliste, mais tant pis. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'utilisateur qui va ouvrir le fichier ODT, il est sur le serveur qu'on a compromis, et donc si on met le NC sur le serveur qu'on a compromis, et ben il sera disponible y compris pour l'autre utilisateur. Et ça, du coup, c'est parce qu'on est sur une machine out of the box et on sait qu'on va faire une privesc. Dans la vraie vie, du coup, on l'aurait fait un peu différemment. Donc je reviens sur mon shell compromis. Je vais aller sur programme data et je vais uploader nc64.exe. On est sur mince, pas trop à un bon endroit. Je vais partir de là. Je vais revenir. Je le fais ici sinon. On va faire un répertoire www. Là-dedans, je vais mettre nc64.exe. Alors du coup, là je le fais sur la machine haute parce que je suis pas sûr d'avoir nc64.exe sur cette VM. Voilà, donc là si je fais ll, voilà, donc j'ai mis nc64.exe ici, et donc j'ai juste qu'à reprendre cette commande. Bim, bim. Et là je vais pouvoir uploader. Donc pourquoi je le fais dans le programme data, parce que je sais que tous les utilisateurs vont avoir accès à ce répertoire, alors que si je le laisse dans le répertoire de Maya, il y a peu de chances que les autres utilisateurs aient accès à ce répertoire. Voilà, j'ai envoyé le nc64.exe. Du coup, tous les utilisateurs, s'ils ouvrent le fichier ODT depuis la machine, comment elle s'appelle du coup, mailing, eh bien, ils auront bien le nc64 au bon endroit. Et après, du coup, vu que je vais faire un reverse shell, il faut que je mette un serveur en écoute, et je vais utiliser rlwrap. Et du coup, on va parler vite fait de rlwrap, puisque je l'ai pas encore fait a priori sur cette chaîne Acksize. Donc rlwrap, ça veut dire RL, c'est pour readline, donc readline wrapper. Et donc c'est je sais même pas d'ailleurs si c'est un binaire ou un script. En tout cas, c'est un exécutable qui permet que quand on lance une commande, ça va intercepter l'entrée utilisateur pour fournir les possibilités qu'a readline. Donc ça c'est historique puisque aujourd'hui plus personne n'utilise readline. Et donc l'idée en gros c'est que ça permettra d'avoir tout ce qui est historique et autocomplétion sur un reverse shell Windows. C'est pour ça qu'on l'utilise que sur les Windows, parce que sur Linux c'est natif, on a directement enfin c'est natif en utilisant les commandes script, etc. On peut avoir l'historique et l'autocomplétion. Sur Windows on a besoin d'utiliser rlwrap pour avoir ces possibilités. Ok, donc ceci étant dit, il reste plus qu'à aller dans le fameux répertoire, comment il s'appelait, Important Documents. J'aurais pu pousser aussi en SMB en vrai. Peu importe, c'est pareil. Et du coup, je vais upload l'exploit. Donc l'exploit d'abord, il faut que je le mette au bon endroit, à savoir, il est ici je crois. Ouais, donc
je le déplace dans www. Comme ça ici j'ai plus qu'à faire upload exploit.ndt. Voilà, on n'a plus qu'à attendre qu'un utilisateur ouvre ce fichier en espérant qu'il ait donc une version de LibreOffice qui est vulnérable à cette CVE. Et si c'est le cas, ça devrait exécuter la commande en bas à droite nc64.exe cmd vers ma machine sur le port en question. Et ça a fonctionné puisque on a un reverse shell qui vient de s'ouvrir. Et ça tombe bien, le reverse shell, enfin la personne, enfin le compte qui a ouvert le .ndt, c'est local admin, donc il a les droits d'admin. Donc on a compromis la machine. Et voilà, on peut afficher le flag route. C'est gagné sur cette machine mailing. Du coup, les 2-3 éléments qui expliquent qu'on a pu la poney si on se place d'un point de vue blue team, d'un point de vue défenseur, équipe qui défend. Du coup là c'est principalement des CVE en vrai, hein. Donc on a la... Non, il n'y a pas que ça, il y avait d'abord le local file read, donc là il y a du code à changer pour éviter qu'on puisse à travers l'application, le serveur web pardon, lire des fichiers. Ensuite on avait le mot de passe aussi qui était trop facile à craquer, hein, mettre des mots de passe qui ne sont pas présents dans la liste de mots de passe courante. Et du coup, donc il y avait la CVE sur le Windows Mail, donc mettre à jour Windows Mail pour ne plus être vulnérable à cet exploit. Et puis même chose sur l'élévation de privilèges, mettre à jour LibreOffice pour ne plus être vulnérable à cette CVE. Voilà pour ce mois-ci, ce mois de juin. N'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau hacking de Lisbeth Salander.